réinstallation des ventes de taxi et à l'application Paris Taxi. Je donne la parole à Madame Simonet. Vous avez 2 minutes. 2 minutes? Oh là 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 là. 2 minutes? Vous avez entendu comme moi, non? 2 minutes? Ah non, mais ça va pas le faire, hein. Ah non, mais moi je vous le dis tout de suite, hein. Je sais pas s'il y en a qui me connaissent dans la salle. Bon, ils savent que 2 minutes. Même pas en rêve. N'importe quoi. 2 minutes. Oh là 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 là. Un vœu. 2 minutes pour un vœu. Mais en plus, c'est pas ça, un vœu. Vous en faites, vous, des fois, des vœux? Dernièrement, vous en avez fait, non, sous le gui? En se faisant un petit bisou, non? Ouais? Ah là là. Moi, quand j'étais petite, l'été, à chaque fois que je voyais une étoile filante passer dans le ciel, à chaque fois, je faisais un vœu. Toujours le même, récurrent. Je voulais, quand j'étais petite, que les enfants en Afrique, ils arrêtent de mourir de faim. Ouais. Moi, quand j'étais petite, je voulais être Mère Teresa. Bon, alors, un vœu au Conseil de Paris, autant dire qu'il n'y a aucune chance pour que ça arrête la faim dans le monde. Hein. Non, un vœu au Conseil de Paris, comment vous dire? Qu'on a un problème avec le son. Des fois aussi au Conseil de Paris. Non, un vœu au Conseil de Paris, c'est un texte court. Alors ça commence mal parce que moi, mon vœu sur les taxis, il fait 1, 2, 3 pages. Un vœu au Conseil de Paris, c'est un texte court et chiant. Alors ça, c'est très important en politique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut que ce soit chiant. Hein? Vous avez vu, hein? À croire qu'ils font exprès pour que surtout, on ne s'intéresse pas trop à la politique. Hein? C'est tout un art. Hein? Alors, un vœu au Conseil de Paris, c'est un texte court, chiant, et alors on le présente devant l'ensemble du Conseil de Paris. Alors, pour vous donner une idée du Conseil de Paris, alors à l'époque, il y avait le groupe socialiste, le groupe communiste, le groupe Europe Écologie Les Verts, ensuite l'opposition, ça c'est la majorité, le groupe Les Républicains, UDI Modem. Bon, maintenant c'est beaucoup plus le bazar, hein, parce qu'alors il y a des socialistes qui sont allés chez Macron, mais qui restent dans la majorité, avec aussi des écologistes qui sont passés chez Macron, mais aussi des républicains qui sont passés chez Macron, mais d'autres qui restent en opposition à la majorité municipale, mais dans la majorité gouvernementale, sachant que les socialistes, eux, par contre, sont en opposition à la majorité gouvernementale. C'est un bordel pas possible. Ah oui, moi dans tout ça? Alors oui, non, moi dans tout ça, je ne suis pas dans la majorité. Moi, je suis... Tiens, est-ce que vous aimez bien Renaud? Enfin, avant qu'il devienne macroniste, hein, que c'est moi. Vous connaissez la chanson? Moi, je suis un peu comme dans la chanson de Renaud. Je suis un groupe, à moi toute seule, je me fends la gueule. Enfin, pas toujours. Hein. Disons que quand moi, je me fends la gueule, les autres, ils se fendent pas la gueule et inversement. Bon, donc, je suis dans aucun groupe, pas dans la majorité, tout ça. Alors, pourquoi un vœu sur les taxis, vous allez me dire, hein? Bah ouais, pourquoi, franchement? Bon, moi, je sais pas vous, mais moi, je prends les transports en commun. Bon, moi, je n'ai pas le permis, hein, mais c'est très bien. Ici, on est venu avec le RER, la place, c'est juste à côté. Hein. Bon, je prends jamais le taxi. Ah si, je me souviens, moi, la première fois que j'ai pris le taxi, j'étais étudiante. Je rentrais très tard d'une soirée, alors j'ai pris le taxi. Oh, je suis tombée sur un taxi pervers, mais alors un truc horrible. Oh, je suis partie en claquant la porte. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, sinon je te l'aurais balancé, balance ton porc. Oh, horrible. Tiens d'ailleurs, là dans la salle, est-ce que les femmes présentes ce soir, vous pouvez lever la main? Les femmes, levez la main. Toutes les femmes. Eh, on est major, hein? Ah ouais, on est plus nombreuses que les hommes hein, ce soir, hein. Attention là. Alors maintenant, on fait un autre petit test. Parmi les femmes présentes ce soir, combien d'entre vous, au moins une fois dans votre vie, vous êtes fait emmerder pas correct, quoi? Levez la main. Les mêmes. Bah oui. Ah là 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 là, c'est dingue ça. Hein. Eh ouais.
Et dans ces cas-là, franchement, on a les boules. Parce qu'on se dit que si on en avait, eh bien, on rentrerait chez nous peinarde. Bon, alors, on va goûter l'eau de la place d'Arcueil. Est-ce qu'il y a une régie publique de l'eau à Arcueil? Pas encore. Ça va venir, hein? Oui, sûrement. On espère. Je vais pas m'intoxiquer. Non, parce que nous, à Paris, on a quand même l'eau publique. Hein. Ça va. Elle a l'air correcte. Hein. Mais bon. Ah oui, alors vous vous dites peut-être là, bah d'accord, elle se prétend écolo, la nana, mais elle boit dans un verre en plastique. Alors, faire attention, hein, parce qu'ici, on m'a dit qu'ici, attention, hein, c'est un conseil municipal pastèque. Ils sont verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Moi, j'adore. Mais s'ils savaient que j'allais jouer avec des verres en plastique, ils se seraient dit, c'est pas écolo du tout, ça. Ils auraient bien raison. Hein. Bon, c'est la contradiction de ce spectacle. Vous savez que c'est terrible, hein, parce que les verres en plastique, là, on en consomme 4 milliards par an en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si vous empilez tous les gobelets en plastique, comme ça, là, eh bien, ça fait 25 fois la Tour Eiffel. C'est énorme, hein? Eh ouais, donc ça va être la contradiction de ce spectacle. Enfin, vous en avez, vous aussi, les contradictions, non? Rassurez-moi. Je ne suis pas la seule, non? Oui, bon, ça, quand on est écolo, en ce moment, on en a plein. Hein. Ben, moi, par exemple, quand j'étais petite, oh, il y avait plein de contradictions. Tous les dimanches matins, par exemple, mes parents m'emmenaient à la messe. Ouais, c'est vrai. Mais quand on revenait à la maison, eh bien, ils mettaient Léo Ferré à tue-tête. Ça donnait « À tous, je vous souhaite ni Dieu ni maître ». Alors, autant dire que moi, j'ai plutôt gardé Léo Ferré. Hein. Ça, c'est plus sympa. Bon, et mes parents, en fait, ils m'ont élevé dans la décroissance. Non, c'est vrai, hein, j'étais à la campagne, il y avait jardin potager, il y avait le poulailler, les lapins. Alors, ceux qui sont préoccupés par la souffrance animale, hein, ils étaient heureux hein, avant qu'on les... Quick, à la casserole. C'est après que j'ai réalisé qu'en fait, mes parents, ce n'étaient pas des décroissants conscients. En fait, mes parents, ils étaient fauchés. Et ben voilà. Mais en fait, mes parents, c'était des artistes, des sculpteurs. Donc quand vous êtes sculpteur, il faut se dire que finalement, ce qui est difficile, c'est les 40 premières années professionnelles. Après, ça va mieux. Ou pas. Et alors, pour la petite histoire, mes parents, en plus, ils font des sculptures en plastique. Alors, c'est un beau symbole hein, que d'être avec ce verre. Bon, mais on ne sait toujours pas pourquoi un vœu sur les taxis. Ben, en fait, c'est parce qu'une fois, il y a une journaliste qui m'a envoyé un livre. Ce livre, Uber, la prédation en bande organisée de Laurent Lannes. Et ce livre, je l'ai dévoré. Et puis alors un matin, vous êtes du matin ? Il y a des hypocrites dans la salle, j'aime autant vous le dire. Hein. Il y a des hypocrites. Il y en a qui ont osé dire oui. C'est le truc même pas pensable, hein, excusez-moi, mais alors être du matin... Donc évidemment, moi j'assume, je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas du matin. Mais alors par contre, je fais un truc pas bien du tout le matin. C'est que je me prends du café, donc ça encore, c'est pas un problème. Mais j'allume les chaînes d'information en continu. Et ça, c'est l'erreur. L'erreur totale, parce que pour vous mettre de mauvais poils pour tout le reste de la journée, il y a pas mieux. Hein. Et donc un matin, j'allume les chaînes d'infos en continu, et là, je vois occupation des taxis de la Porte-Maillot. Hyper violent. Ah non, mais flippant, hein. À l'occupation des taxis de la Porte-Maillot, c'était quelque chose, quoi. Alors moi, je ne suis pas réveillée, je me prends un deuxième café. Ce qui est bien avec les chaînes d'infos en continu, c'est qu'en même temps, c'est toujours les mêmes images et le même discours en boucle. Hein. Donc, deuxième café, troisième café, vous pouvez enfin décrypter l'image. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y avait un pneu qui brûlait sur le périph'. Pas deux, pas trois, mais seulement un pneu qui brûlait sur le périph'. Cette capacité que les médias peuvent avoir de ne rien vous expliquer sur une lutte sociale, mais de tout de suite la dénigrer en vous montrant qu'elle est violente. Ça m'a énervée. Et je me suis dit, cette lutte-là, moi, je vais la soutenir. Et là,
j'ai fait la rencontre de Karim, de la CGT Taxi. Et il m'a présenté également à Emmanuel, de la coopérative Gescope Alpha Taxi. Et en fait, Karim et Emmanuel, ben, ils étaient passionnants et passionnés par leur métier. Et ce vœu sur les taxis, c'est avec eux que je l'ai rédigé. Alors forcément, ça met une sacrée pression. Il faut que je sois à la hauteur, il faut que je le présente bien, quoi. Faut y arriver, quoi. La pression. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis la petite dernière dans la famille. Il y en a qui sont les petits derniers ici? Ouais, quelques-uns. Bon, t'as connu ça, tu vois, la pression, les frères et sœurs, quand t'es gamin, qui se foutent de ta gueule parce que t'arrives pas à faire un truc. Insupportable, quoi. Et ben moi, je supportais pas ça. Et donc, quand j'étais petite, j'avais toujours une petite phrase là que je leur disais en pleine poire. Eh ben moi, un jour, je serai plus grande que vous. Alors, ils se marraient de plus belle parce que forcément, ben, tous les ans, j'avais peut-être un an de plus, mais eux aussi. Donc, voilà. Et déjà, moi, ce déterminisme-là m'insupportait. Insoumise à 8 ans. S'occuper des luttes dont tout le monde se fout. C'est tout ça, c'est tout moi, ça. Je vais au Conseil de Paris, je m'occupe des travailleurs sans papier, des personnes sans logement, des luttes de chez Orange, là. Je crois qu'il y en a une ici, là, hein? Non? Elle est où? Elle est là? Voilà, les syndicalistes poursuivis, réprimés, là, j'en vois un, là, hein? Du bâtiment, ici, voilà, bon. Mais c'est aussi les luttes des femmes, enfin vraiment, les trucs dont tout le monde se fout, quoi. Et alors, au Conseil de Paris, le directeur de cabinet de Madame Hidalgo, il me dit, ce jour-là au Conseil de Paris, mais qu'est-ce que tu nous prends la tête avec tes taxis, quoi? Mais on n'en a rien à faire de tes taxis, quoi. Et puis, ils l'ont bien cherché, tes taxis, ils ont qu'à être moins chers, tiens. Hein? Puis je veux dire, tes taxis, ils voteront jamais pour toi, tes taxis. Eh ben moi, ce vœu sur les taxis, j'ai réussi à le présenter. Et vous savez quoi? Il a fait une voix, la mienne. Ah, ils en ont rien à faire des taxis. Ah, ils s'en moquent complètement des taxis. Ah oui, après le rapport à l'Atali, quand le gouvernement sous Sarkozy a mis en place le statut d'auto-entrepreneur, ah, ils s'en sont moqués des taxis. Et après, dans les années 2012, quand les plateformes Uber, Le Cap, chauffeurs privés se sont mis en place, et que ça a mis en place une concurrence déloyale, eh bien figurez-vous que les taxis, ils ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires. 60%. Ah, les conseillers de Paris, là, s'ils avaient perdu 60% de leurs indemnités d'élus, on les aurait entendus. Mais là, forcément, ils n'en ont rien à faire. Et puis les taxis, là, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour eux? L'ubérisation, elle est en train d'imposer un modèle du travailleur sans droit. Voilà, de l'exploitation. Elle est en train de remettre en cause la sécurité sociale, cet acquis du Conseil national de la résistance. Tout ça pour qu'une poignée d'ultra-riches, les premiers de cordée, eh bien, ils fassent de l'optimisation fiscale, ils appauvrissent l'État. Et tout ça, ils s'en préoccupent? Non, ils n'en ont rien à faire. Je vous ai perdu, là. Non, mais si, j'ai un peu craqué. Je sens bien que je vous ai un peu largué, là, non? Ça vous arrive des fois de craquer, non? De vous énerver un peu, non? Moi, des fois, ça m'arrive, hein. La colère et tout part. Quand j'étais étudiante, j'étais syndicaliste étudiante. Normal, hein? À l'UNEF, indépendante et démocratique. Et alors, les camarades à l'UNEF, eh ben, ils m'avaient trouvé un surnom. Vous savez ce que c'était comme surnom? Danette. Danette la mitraillette. Alors Danette, c'était pour le côté bout en train. Vous connaissez la pub? On se lève tous pour Danette, Danette. Puis la mitraillette, ben, c'était le débit, quoi. Trop speed. Bon, alors moi qui suis une militante anti-pub et pacifique, comme surnom, ça la fout mal. Hein. Bon, mais ce soir, on a le temps, non? Vous êtes bien installés? Le son, ça va, ça... Je vous hurle pas trop dans les oreilles? Non? Mieux? Vous me le dites, hein? Vous êtes bien installés? On est bien ici, hein? Elle est chouette, cette salle, hein? Bon, donc on va prendre le temps. Vous avez vu, j'ai mis un plan de Paris, parce que j'imagine que vous connaissez pas forcément super bien Paris. Non, on est quand même de l'autre côté du périphérique, hein, quand même, hein, je veux dire...
Vous vous rendez pas compte, j'ai traversé le périphérique. J'ai pris le RER jusqu'ici. Waouh! Non, ici, on va prendre le temps de faire une petite balade dans Paris pour essayer de comprendre vraiment pourquoi c'est un vrai problème, cette ubérisation de la société. Alors, j'ai pas le permis, mais c'est moi qui vous embarque. Vous mettez vos ceintures de sécurité? Ouais? Allez, en voiture, Simone! Étape numéro 1, je vous invite à l'hôtel de ville. Que Dieu vous bénisse, Madame Simonet. Je suis chauffeur de taxi parisien. Je tenais, au nom de tous mes collègues taxis, vous remercier d'être la seule voix politique qui ose un peu de justice en clamant avec éloquence notre défense. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à joindre les deux bouts. J'ai dû m'endetter de 240 000 € pour faire mon métier. Notre secteur subit une concurrence sauvage, criminelle, avec des méthodes mafieuses. Évasion fiscale, Bermudes et paradis fiscaux, est-ce donc ça le progrès? Quand une multinationale offshore, prétendant réduire le chômage en France en permettant à de jeunes, souvent des quartiers non formés, de faire le taxi sans les contraintes du taxi, alors on applaudirait. On laisserait donc une mafia dicter sa loi en France en violant, bafouant les lois de la République. Et tout le racolage dans les gares et les aéroports. Le mal-être de certains collègues poussés à la faillite, jusqu'au suicide. C'est jusqu'à quand et à quel prix? Vous me redonnez une once d'espoir pour que justice soit faite et qu'ainsi la loi de la jungle soit démantelée. J'ajoute que le visage politique du XXIe siècle est exécrable. J'en suis venue à penser que les hommes et femmes politiques étaient tous des pourris et que le pouvoir les rendait mauvais, que la France était le cadet de leurs soucis et qu'ils ne voyaient pas plus loin que leur nombril et que la cantine de l'Élysée était leur unique objectif. J'ai donc décidé que plus jamais je ne voterai. Je n'en voyais plus l'utilité. Le peuple, nous, oui, nous sommes tous les oubliés de la République. On tue nos professions. Peut-être qu'un jour je retrouverai le goût et la confiance. Merci madame, bien cordialement, Mohamed, taxi parisien. C'est fort, non, cette lettre, hein? En fait, les 2 minutes de présentation de mon vœu au Conseil de Paris, on les a mises sur YouTube. Et en fait, cette petite vidéo, elle a été vue 6000 fois. Et il y a eu plein de commentaires, plein de mails. Et puis alors, aucun militant, hein. C'était vraiment que des taxis. 6000 taxis parisiens qui avaient regardé cette petite vidéo et qui m'inondaient de messages comme celui-là. Je vais vous en lire un autre extrêmement court. Madame Simonet, elle a de grosses couilles. Ah mais non. Ah mais je vous assure que non. Ah mais pas du tout. À la limite, j'ai des ovaires balèzes, mais pas du tout. Ça me rappelle un truc. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Lafarge. Ça vous dit quelque chose ou pas, non? Alors en fait, en 2016, en juillet 2016, au Conseil de Paris, il y a une délibération qui nous est présentée où la ville refait une convention avec Lafarge pour récupérer le sable de Lafarge pour Paris-Plage. Sauf que 15 jours avant, il y avait un article du Monde qui avait révélé que Lafarge, qui est le numéro 1 du ciment et du sable, pour continuer d'exploiter une cimenterie située en Syrie, en territoire occupé par Daesh, eh bien, n'avait pas hésité à payer les djihadistes. Et là, tranquillou, la ville, comme si de rien n'était, elle nous fait voter la convention. Et en plus, comble de l'hypocrisie, elle met l'édition 2016 de Paris-Plage sous le signe de la solidarité avec les victimes de Tunis et de Sousse, victimes du terrorisme de Daesh. J'ai été la seule à voter contre, la seule de tout le Conseil de Paris. Et j'ai mis un extrait de ma vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et il y a eu combien de vues, ça y est, je ne sais même plus le chiffre, mais un nombre incalculable de vues, quoi.
Et il y avait des commentaires comme ça, à chaque fois qui revenaient. Et il y avait notamment celui-là, récurrent. Madame Simonet, elle a de grosses... Ah, Arcueil, on n'ose pas le petit côté bigard du spectacle. Oh là là, ça coince. Alors attendez, j'ai joué à la conférence gesticulée à Versailles. Et alors à Versailles, ils ont assumé. Donc là, je veux dire, il y a un challenge, quoi. Il y a un challenge. On recommence? On recommence. Allez, Madame Simonet, elle a de grosses... Mais non, des ovaires, enfin. Mais alors, balèze. Non, mais vous avez remarqué, quand on veut faire un compliment à une femme, tout de suite, on lui donne des attributs masculins. Mais quand on veut dénigrer un homme, alors là, on va lui donner des attributs féminins. Vous suivrez d'ailleurs, il y a un article dans Mediapart et dans Le Monde très intéressant depuis dimanche sur l'affaire Quantic Dream. Hein, c'est une société numéro 1 du jeu vidéo, l'innovation, vraiment la start-up de topissime, de la Macronie. Et il y a des photomontages monstrueux, sexistes, homophobes là-dedans. Donc il y a une vraie bataille. Mais bon, c'est vrai que le sexisme en politique, c'est quelque chose, quoi. Hein. Dire, alors là, faut que je vous raconte une petite anecdote. Mais avant, il faut que je vous avoue un truc. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai eu une vie politique antérieure. Bon, on est entre nous, là. Avant, j'étais au Parti socialiste. Il y en a qui savent plus ce que c'est? Alors écoutez, il y en a qui le sont encore? Là, ici? Écoutez, j'ai un message d'espoir s'il y en a qui sont encore au Parti socialiste. J'ai un message d'espoir, on peut quitter le Parti socialiste. Je vous assure, vraiment, c'est possible. Il y a une vie après le Parti socialiste. C'est vrai. Bon alors, quand j'étais au Parti socialiste, eh bien, alors c'était en 2001. Alors en 2001, c'est la première fois que la loi sur la parité va s'appliquer pour les élections municipales. Donc moi, je suis au Parti socialiste, mais je suis quand même dans l'aile gauche du Parti socialiste, quoi. Et il y en a une, elle me regarde, elle fait « Ouais, c'est ça, tu crois que tu vas t'en sortir? C'est pas du tout une excuse atténuante. » T'as peut-être pas tort en même temps, hein. Quand on voit ce qu'ils ont fait, ceux qui se disent à la gauche du Parti socialiste. Bon, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais j'en pense pas à moi. Donc j'étais à ce moment-là à l'aile gauche du Parti socialiste. Donc on savait bien que pour les élections municipales, pour pouvoir participer à l'équipe municipale, eh ben, il fallait présenter des candidatures femmes, quoi. Parce que tous les mecs, là, ils allaient déjà se déchirer entre eux pour essayer de garder les postes. Donc, on n'allait pas faire rentrer un homme supplémentaire. Ah oui, mais le responsable de mon courant, c'était un homme. Alors, c'était pas simple. Bon. Et alors, un jour, on revient d'une assemblée générale de section. Et alors, on est en voiture. Moi, j'ai pas le permis, hein, donc c'est un camarade qui me ramène. Alors là, il y a le camarade qui est là, au volant. Puis à côté, il y a le responsable du courant, quoi. Hein. Et puis moi, je suis derrière, voilà, à l'arrière, ouais, normal. Hein. L'Assemblée générale de section s'est pas trop mal passée, ça aurait pu être pire. Bon. Et alors à ce moment-là, j'habitais à Porte de Bagnolet, hein, par là. Et alors à Porte de Bagnolet, il y avait pas mal de prostituées à l'époque, en bas de chez moi. Et là, le camarade qui est à l'avant, responsable du courant, je sens qu'il va faire une bonne vieille blague graveleuse. On vous voit venir, hein, messieurs, hein, votre petit air, là, quand vous allez nous préparer une bonne vieille blague graveleuse. Moi, j'attends derrière. Il fait genre, j'ouvre la fenêtre, et comme s'il allait parler aux dames qui faisaient le trottoir, quoi. « Eh, mesdames, vous voulez pas rejoindre le Parti socialiste parce que on recrute n'importe qui pour la liste des municipales !» J'étais à l'arrière. J'ai rien pu dire. Je suis sortie de la voiture. J'ai même pas claqué la porte. Je suis rentrée chez moi. Je suis allée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans la glace. Et je crois que c'est la première fois que je me suis dit « À partir d'aujourd'hui, je suis féministe !» Ah là là là, c'est quelque chose. Hein. Bien.
Revenons au sujet taxi. Alors, est-ce que ici à Arcueil, est-ce que vous avez des smartphones? Oh, je suis allée dans des coins très retranchés de France. À Guéret, ils n'avaient pas tous des smartphones, avec encore au Minitel. Hein. Bon, vous en avez tous. Bon, vous savez comment ça fonctionne. Il y a des applications, des plateformes, Uber, chauffeur privé, le cab. On les installe, on les télécharge, et puis on peut, du coup, commander un chauffeur qui va vous amener d'un point A à un point B et faire exactement la même chose qu'un taxi, en fait. Bon. Sauf que les taxis et les VTC, même s'ils font la même activité, ils ont des réglementations très différentes, quoi. Un chauffeur de taxi, comme Mohamed l'explique dans sa lettre, par exemple, il a payé plus de 200 000, 240 000, parfois 300 000 euros la licence, le droit d'exercer son métier. Le prix des courses des taxis à Paris, par exemple, sont fixés par la préfecture. Ils ont aussi un diplôme et une formation qui est exigée. Ils ont un volume horaire aussi qui est contraint. Donc, ils ont tout un tas de règles. Et là, tout d'un coup, arrivent ces plateformes et ces chauffeurs qui n'ont pas besoin de payer une licence. La carte VTC, ça va être 150 euros. Et puis, des plateformes qui cassent les prix en fonction de l'offre et de la demande. Hein, c'est un algorithme qui gère en fonction de cette offre et de la demande le prix des courses. Et donc, forcément, ça crée une situation de concurrence déloyale entre la profession réglementée de taxi et la contrefaçon de taxi, quelque part, que sont ces chauffeurs VTC. Donc VTC, c'est véhicule de transport avec chauffeur. Okay, et donc, entre les taxis et les VTC des plateformes type Uber, c'est la guerre entre les travailleurs. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la lettre que je vous ai lue, elle m'a profondément émue. Elle était forte. Hein. Et quand j'ai reçu tous ces témoignages de chauffeurs de taxi désespérés, alors que je ne connaissais pas du tout la réalité de cette profession, je me suis dit, il faut que je les rencontre, quoi. Donc j'appelle Karim de la CGT, je lui dis, mais alors comment on fait pour rencontrer les taxis, quoi? C'est dans quel café, où on les voit? Moi, je ne savais pas du tout ça, quoi. Et là, Karim me dit, ah non, tu ne vas pas dans un café voir les taxis, non. Pour rencontrer les taxis, il faut que tu ailles au Guantanamo des taxis. Wow. Le Guantanamo des taxis. C'est à l'aéroport Charles de Gaulle. Ouais. C'est à l'aéroport Charles de Gaulle, tout là-haut. Alors du coup, je décide d'y aller. J'arrive. C'est Saba, une femme taxi qui m'y emmène. Je l'avais repérée sur Twitter, elle m'avait félicité. Je me suis dit, tout tant qu'à faire, autant que ce soit une femme qui m'emmène là-bas. Et à peine je suis arrivée à Charles de Gaulle, c'est un immense parking. Que là, il y a Monique qui m'offre un gros bouquet de fleurs. Monique, c'est le taxi rose. C'est l'unique taxi rose de Paris. Il est rose à l'extérieur, rose à l'intérieur. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Elle n'arrêtera jamais de bosser, Monique. Elle a plus de 60 balais, mais elle continue. Hein. La retraite, elle n'en veut pas. Et Monique, taxi rose. Puis alors, j'arrive. Et là, à ce moment-là, il y a Joseph. Joseph, il me montre, il a fait une affiche avec ma photo. Et avec des écritures comme ça, petites, grosses, petites, avec des petites tulipes. Un truc totalement ringard, on dirait une affiche du chanteuse has-been des années 80. C'est moi! C'est moi dessus! Puis alors, il y a aussi Fatih. Fatih, il tient la sono. Ils ont installé un micro-pied, les baffles. Un truc de fou, quoi. Et en fait, c'est un meeting qui commence, quoi. Mais il y a 300 taxis autour de moi. Quasiment que des hommes. Et moi, je suis au milieu d'eux. Un cercle comme ça, qui commence avec des discussions à bâton rompu. Ça me rappelle une anecdote où c'était pas du tout comme ça. Alors, ma vie antérieure. Vous avez raillé, là, hein, que j'étais au Parti Socialiste. Un truc ringard, qui n'existe plus. Ouais, non, mais... Moi, j'étais au secrétariat fédéral du Parti Socialiste. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est la crème de la crème, quoi. Je veux dire, the power, the place to be. Ah ouais, ouais. Et alors, quand il y a des conseils fédéraux du Parti Socialiste, vous ne savez pas, vous, ce que c'est, hein? Non? C'est super important, c'est le pouvoir politique. Donc, c'est une réunion un peu, vous imaginez, c'est comme celle-là. Et les gens, ils sont tous là, les membres du Conseil fédéral. Ils croient qu'ils ont le pouvoir, alors que c'est les membres du secrétariat fédéral qui ont le pouvoir.
Et toute la réunion se fait au pied de la tribune avant que la réunion commence. Là, le reste, c'est du décor. Hein. Donc moi, je suis partie des chefs. Hein. Alors, on est comme ça, en petit cercle conciliabule. Je suis avec les chefs. Puis tout d'un coup, je me rends compte qu'il n'y a que des hommes et que le cercle se referme. Et que je suis exclue du cercle parce que j'ai pas le bon sexe. Et ouais. Ça, c'est une phrase super dure à dire. Hein. Le lendemain, si vous avez trop bu le lendemain matin, vous faites devant votre glace cet exercice. Exclue du cercle parce que j'ai pas le bon sexe. Bon, mais là, chez les taxis, c'est différent. Quasiment que des hommes. Je suis la femme au milieu, c'est moi qui ai le micro. Et il me raconte et il m'explique. Alors, en fait, sur ce Guantanamo, base arrière des taxis, il faut savoir que les chauffeurs de taxi viennent là pour espérer avoir la bonne course. D'accord ? Parce que quand on va chercher quelqu'un à l'aéroport à Charles de Gaulle, a priori, ça va être une course longue qui va pouvoir rapporter de l'argent. Donc, ils rentrent comme avec un espèce de péage dans cet immense parking et ils vont attendre 3 plombes. Ce n'est pas une expression. Hein. Ils vont attendre quasiment 3 heures d'affilée avant d'espérer pouvoir s'approcher du terminal pour pouvoir enfin charger le client, comme ils disent. Sauf que là, à ce moment-là, vous avez un chauffeur VTC qui arrive et qui leur pique la course. Parce que vous avez un racoleur qui détourne les clients qui descendent de leur avion pour aller vers les VTC de chez Uber. Et là, le taxi qui a attendu plus de 3 plombes, c'est dur, quoi. C'est une sacrée violence, quoi. Et pourtant, ça, c'est de la maraude électronique. Les taxis, ils n'ont pas le droit de se poser là. Et la maraude électronique, elle est interdite. Eh ouais, il y a une loi qui interdit cela et qui s'appelle la loi Thévenoud. Vous vous souvenez de Thévenoud ? Alors moi, j'ai fait une petite fiche sur Thévenoud. Moi, je vous conseille de faire des fiches. Des petites fiches de ceux qui nous dirigent. Ben oui, ou qui nous ont dirigés, au cas où ils se ramèneraient. Thévenoud. C'est le Speedy Gonzales de la 5e République. Le mec, il a tenu 9 jours au gouvernement. Ouais, 9 jours. Thévenoud, vice-président de la mission d'information sur la fraude fiscale qu'il était. Ouais. Membre de la commission d'enquête dans l'affaire Cahuzac. Vous vous souvenez, lui, il a pris cher, Cahuzac. Non, pas assez. Oh, le pauvre. Il a chopé la phobie administrative. Mais ouais, le gars, en fait, il payait pas ses impôts, il payait pas ses loyers, pas les amendes de stationnement, pas le kiné de sa fille, pas les loyers, pas EDF, rien. Oh, le pauvre gars, quoi. Non, c'est dur, hein. Bon, alors moi, je prends aussi, en fait, des chauffeurs VTC. Et en plus, je les paye pas. Et ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois que je suis invitée... Oh mince, j'ai écrabouillé un chauffeur VTC. Oh. À chaque fois que je vais sur des médias privés, genre BFM, LCI, CNews, pour pas les citer, ils vous disent « Madame Simonet, vous voulez un taxi ?» Alors comme ceux qui payent, moi je dis « Oui, hein. Oh, ça va !» Puis en fait, ils vous envoient un chauffeur VTC, quoi. Et donc du coup, moi j'ai pu discuter avec plein de chauffeurs VTC. Et les gars, ils vous racontent, quoi. Ils disent « Mais Madame Simonet, au début, on nous a dit, vous allez vous faire près de 6 000 € par mois. Waouh, génial. Alors nous, on a craqué la tirelire, quoi. On a fait un emprunt. Puis on a payé la grosse berline. Puis au début, c'est vrai, on n'était pas nombreux. Il y avait plein de courses, quoi. On se faisait une bonne paye, quoi. Puis petit à petit, en fait, les plateformes, elles ont augmenté leur marge. Plus de 20%, 25% de commission. Et en plus, plus il y avait de chauffeurs VTC, plus c'était dur d'avoir des clients. Donc il fallait augmenter le volume horaire. Et là, ils me racontent leurs conditions de travail, quoi. Il y en a un, il me dit, mais enfin, moi, j'ai commencé le samedi à 11h et j'ai terminé le dimanche à 11h. Je suis un danger public, je suis crevé à la fin. Il y a de plus en plus d'accidents, d'ailleurs, des chauffeurs VTC. Il y en a un autre qui me dit, mais le problème, c'est qu'on n'est pas à la merci, qu'on a un client qui vous note mal, et pour un oui ou pour un non, la plateforme, elle vous déconnecte. Il n'y a pas d'avis préalable de licenciement. Enfin, ça, non. Bientôt, il n'y en aura plus non plus, mais... On vous déconnecte de la plateforme du jour au lendemain. Tiens, par exemple, vous vous souvenez, il y a
Je crois que c'était il y a 2 ans, à l'automne, là, il y a une dame, elle a perdu 500 SMIC annuels, là, de bagues. Comment elle s'appelait, la dame, là? Ah, attends, on s'échangera les fiches. Je te file mes fiches politiques, tu me files tes fiches people, d'accord? Fais comme ça. Kim Kardashian. C'est terrible ce qui arrive à cette dame, hein. Moi aussi. La même semaine, il y a un chauffeur VTC qu'on a retrouvé mort dans sa voiture. Parce que pour tenir les cadences infernales, il avait abusé des boissons énergisantes et son cœur a lâché. Voilà la réalité. L'ubérisation, c'est une terrible paupérisation. Pour comprendre ce qui se passe dans ce dumping social, vous avez le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi il subit donc la concurrence déloyale des VTC via les plateformes. Le chauffeur VTC, lui, il subit une autre concurrence déloyale, celle des lotis capacitaires. Alors vous connaissez peut-être pas ce que c'est, mais c'est grosso modo comme les VTC, mais encore moins exigeant. Il n'y a même pas besoin d'avoir la carte, il n'y a même pas besoin d'avoir la micro-formation. C'est terrible, ils sont censés faire du collectif, mais ils ne le respectent pas. Les lotis capacitaires, ils subissent eux aussi une concurrence déloyale, celle des hitch. Alors ils ont perdu le procès, mais ils vont ressurgir sous un autre nom. Les hitch, comment vous dire, c'est des salariés comme vous et moi. Enfin, pas tout à fait pareil, parce que moi, je n'ai pas le permis. Donc plutôt comme vous. Et comme vous êtes mal payés. Vous êtes mal payés, non? À Versailles, ils ont tous hurlé. Hein. Ils ont dit « Ah ouais, on est hyper mal payés à Versailles. » Moi, je pense qu'ils venaient peut-être pas que tous de Versailles. Hein? Bon, donc comme vous êtes mal payé, en plus de votre boulot, quand vous rentrez chez vous, et ben pendant 2 heures, vous pouvez aller faire des courses et jouer au taxi sans en avoir la profession, le métier, pour... voilà. Alors on se dit, les hitch, quand même, ce travail totalement non déclaré, ça va... C'est le dernier maillon du dumping social, quoi. Eh ben non. Parce que bientôt, il va y avoir la voiture sans chauffeur. Et là, il n'y aura plus que la carrosserie et l'algorithme. Fini. La main-d'œuvre qui peut faire des manifestations, qui peut râler sur son statut. Voilà le problème de l'ubérisation, ce dumping social sans fin. Alors, on va quitter l'aéroport Charles de Gaulle et je vais vous emmener, à République. République. Vous vous souvenez qu'à République, il y a eu Nuit debout? Vous vous souvenez, Nuit debout? Vous avez fait Nuit debout aussi à Arcueil? Non? Mais là où vous êtes? Non, parce que vous n'êtes pas que d'Arcueil? Non? Alors moi, j'ai fait Nuit debout, quoi. Surtout que ce soir-là, il y a un samedi, c'était Taxi debout. Alors forcément, même si toute la semaine, je n'avais pas été tellement là, parce qu'il y avait plein de réunions, plein de choses, s'il y avait Taxi debout, j'étais obligée d'y aller, quoi. Alors évidemment, je culpabilisais un peu parce que forcément, j'ai un mari, j'ai des enfants, quoi. Et c'est toujours cette culpabilité, ce tiraillement entre aller rejoindre les taxis que j'ai soutenus, qui font Taxi debout, et puis en même temps, les miens de ne pas être avec eux, quoi. C'est pas facile, non? Vous aussi, des fois, les femmes, là, vous avez cette culpabilité? Hein? La culpabilité des femmes? Hein? Alors moi, j'ai un petit truc. Dans ces cas-là, je pense à la chanteuse has-been des années 80, que je suis toujours. J'en pense à une qui, pour moi, ne l'a jamais été has-been. Et je chante « Résiste, prouve que tu existes !» Pauvre France Gall, je suis désolée. J'ai un peu écorché sa chanson. Alors, c'est un petit peu un moment de solitude. Hein. Faites-le, chantez France Gall, mais sous la douche. Hein, ça, c'est... Bon, donc du coup, j'y suis quand même. Hein. C'est vrai que moi, à la maison, c'est quand même pas simple. C'est un peu les rapports inversés. C'est-à-dire que c'est un peu mes filles qui me disent « Maman, à quelle heure tu rentres ?» Voilà, c'est la culpabilité des femmes. Hein. En même temps, ça fait plus de 2000 ans hein, qu'on nous bassine avec. Moi, je vous dis, hein, si on trouve le responsable, on lui prend une pomme, on lui jette en pleine poire, il l'a bien mérité. Bon alors, ce jour-là,
je suis à Place de la République et il y a Taxi Debout. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, un Taxi Debout. Hein. Le premier week-end où il y a eu Nuit Debout, Fatih, celui qui tenait la sono, pour ceux qui ne suivent pas là, à Charles de Gaulle, il avait décidé de prendre la parole à Nuit Debout. Oh. Moi, je faisais la petite souris qui essayait d'écouter comment ça allait se passer. Oh. J'entendais les nuits de boutistes. Mais qu'est-ce qui nous prend la tête, les taxis? Donc, à être moins cher, les taxis. Puis d'abord, les taxis. Pour qui qu'ils ont voté, les taxis, hein? Et puis moi, comme j'étais sur des boucles WhatsApp, Telegram, donc pour ceux qui sont encore au Minitel, c'est des boucles où on communique, des réseaux sociaux. Voilà. Et j'étais sur des boucles de taxi, où ils discutaient entre eux. Et là, je les entendais, quoi, les chauffeurs de taxi. Quand Fatih essayait de leur dire, mais venez à Nuit Debout, on va faire Taxi Debout à Nuit Debout. Oh, les chauffeurs de taxi disaient, quoi? Tu veux qu'on aille voir ces étudiants gauchistes, là, qui vont passer toute leur journée, leur soirée en palabres, et à 2h du matin, ils vont rentrer comment? En Uber? Non mais oh! N'empêche que Fatih, il a pris la parole à Nuit Debout, et après, il a réussi, en quelques semaines, à ramener les taxis et à faire Taxi Debout. Et là, vous aviez les taxis tout autour de la place, qui klaxonnaient. Et les nuits de boutistes au milieu, qui les applaudissaient. Parce que les uns et les autres avaient compris que la loi El Khomri, la casse du Code du travail, c'était pas simplement casser le Code du travail. C'était aussi faire en sorte qu'on se passe du Code du travail. Et ouais. Et je sais pas si vous avez suivi ça, mais dans la loi El Khomri, il y a eu un amendement. Un amendement de 2 députés socialistes. 2 députés socialistes que d'ailleurs un chauffeur de taxi a appelé les 2 salauds. Ça choque, hein? Non. En fait, c'est pas une insulte. C'est du Jean-Paul Sartre. C'est vrai. Vous savez, quelle était la définition de Jean-Paul Sartre des salauds? C'est ceux qui sacrifient autrui à soi, à ses propres intérêts, et fait passer cela pour une nécessité contre laquelle on ne peut pas exercer sa propre liberté. Eh bien, je vais vous dire, il y a 2 députés socialistes qui ont déposé un amendement de salauds qui visait à protéger les plateformes pour empocher toute requalification des chauffeurs VTC en salariés. Et bien oui, parce que nous, en France, c'est plus d'1 siècle qu'on considère que le salariat, c'est un lien de subordination. On est en rapport de subordination avec son employeur. Ce n'est pas un rapport équilibré. Et qui a besoin d'une contrepartie tant que c'est comme ça. Et que la contrepartie, c'est le Code du travail avec ses réglementations, avec ses droits, et qui permet de faire évoluer ce rapport salarial, quoi. Et du coup, vous avez, dans les chauffeurs VTC, dépendant des plateformes, eh bien, vous avez eu des mobilisations extrêmement fortes, notamment aux États-Unis, des mobilisations pour exiger la requalification en salariés de ces chauffeurs-là, parce qu'ils estiment eux aussi d'être dans un rapport total de subordination avec les plateformes, qui leur imposent les tarifs, qui leur imposent quasiment les horaires, qui peut du jour au lendemain les déconnecter. Donc ils exigent d'être requalifiés en salariés pour bénéficier de tous les avantages et les protections du statut de salarié. Ah ouais, mais là, les plateformes ne sont pas d'accord. Donc, elles ont décidé d'utiliser des salauds pour faire passer dans la loi des amendements les protégeant. Eh ouais. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. L'économie collaborative. Collaborative, ça vient de collaboration. Hein. Excusez-moi, hein, mais depuis quand collaboration, c'est quelque chose de positif dans notre société? Non, hein? Ça me rappelle un truc. Je vous ai parlé de Lafarge tout à l'heure. Ouais. Eh bien, Lafarge, pendant la collaboration, eh ouais, tous les bunkers, le mur de l'Atlantique, il a été construit avec le sable et le ciment qui venaient d'où? De Lafarge. Et vous savez quoi, je suis allée rechercher, moi. C'est même les usines de Lafarge qui étaient en zone libre qui ont le plus collaboré avec les nazis pour construire les bunkers et le mur de l'Atlantique des nazis. Balèze, non? Eh ouais.
Bon, d'ailleurs, à l'époque, 99% du patronat français a collaboré, du grand patronat. Ouais. À tel point que le général de Gaulle, quand il est revenu et qu'il a vu les chefs d'entreprise, il leur a dit donc, j'en ai pas vu beaucoup à Londres. Véridique, historique. Ouais. L'économie collaborative. Alors, il y a des hommes et des femmes derrière, hein. Surtout des hommes d'ailleurs. Et d'ailleurs, le patron de Uber, l'ancien patron de Uber de l'époque, s'appelait Travis Kalanick. Lui, il faut faire une fiche, puis il faut faire une fiche sur les suivants. Il ne faut pas l'oublier. Lui, d'ailleurs, on pourrait dire que c'est vraiment la catégorie des gros salauds. Hein, on va faire une nouvelle catégorie. Lui, il a carrément dit un jour, eh bien, j'ai un projet politique. Celui de mettre en place un monde du travailleur sans droit. Véridique. Citation. Et ouais. Mais Travis Kalanick, il a un VRP en France. Est-ce que vous savez quel est le VRP historique de Uber en France? Je vous aide? Emmanuel Macron. Ne criez pas trop fort. Ne criez pas trop fort, sinon on va croire que c'est pas l'université populaire d'Arcueil, mais un meeting en marche. Et ouais. Faut que je raconte. Sous Sarkozy, quand Sarkozy est président de la République, il commande à Attali un rapport. Vous connaissez Attali? C'est un mec très bien. C'est un mec très bien, il a été pote à Mitterrand, pote à Sarkozy. Moi, je pense que le mec qui est pote avec tout le monde, c'est forcément un mec bien. Non, mais sérieux, non, c'est pas un bon critère. Bon. Il a commandé un rapport. Le rapport s'intitule « La libéralisation de la croissance ». Ah non, la libération de la croissance. Mais oui, parce que pour casser tous les acquis du Conseil national de la résistance, ils piquent nos mots. Donc ils appellent ça la libération de la croissance. Et quel était le jeune énarque qui a été pris par Attali pour rédiger le rapport? Emmanuel Macron. Eh ouais. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a le statut d'auto-entrepreneur, qui a ensuite permis le développement des plateformes et le développement de l'ubérisation. Eh ouais. Ils ont une histoire, ces gens-là. Hein? Oh, pendant Nuit debout, je vais vous raconter ça vite fait. Moi, j'ai un truc, j'aime bien faire de la politique autrement, différemment. Hein? On me dit que c'est pas obligé que ce soit chiant. Hein? Et alors, je faisais des criers dans le métro. Et donc, j'ai embarqué des nuits de boutistes pour faire des criers dans le métro. Alors, comme ça, on arrivait dans le wagon, mais à l'intérieur du wagon, à plusieurs, et puis on arrivait et on disait « Bonjour, on est du mouvement d'En Marche d'Emmanuel Macron !» Et nous, on est pour la loi El Khomri, la loi travail. Parce que la loi El Khomri, c'est la liberté de licencier. La loi travail, c'est l'égalité entre CDI et CDD, tous précarisés. Alors on fait notre petit truc comme ça. Puis alors là, ce jour-là, il y a une mamie sur un strapontin, comme ça, pas content du tout. Mais furax comme je sais pas quoi. Bon, on se dit, bon. Puis il y a la fin de notre micro-sketch où on avait une autre nuit de boutistes qui arrivait. Mais non, arrêtez les El Khomri, tous à la manifestation. Je sais, la chute du sketch était naze. Mais là, notre petite mamie, elle fait « Oh, vous m'aviez fait peur. Oh, j'ai vraiment cru que vous étiez avec Emmanuel Macron. » Et là, on l'a embrassé, notre mamie, elle était trop super. On avait voulu l'emmener faire toutes les criers dans le métro de la journée avec nous. Ah là 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 là. Travis Kalanick et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'a pas fini sur la question du code du travail. Là, je vais essayer de vous expliquer un truc. Parce qu'il a bien mené sa barque, il n'était pas totalement content de la loi El Khomri. Il n'a pas réussi à tout faire passer. Du coup, il est allé voir le parti des médias. Bah ouais, vous ne savez pas qu'il y avait un parti des médias? Vous croyez qu'il y a 9 milliardaires comme ça qui prennent 90% des médias simplement pour faire du fric? Mais il faut savoir continuer à faire du fric. Donc autant pour continuer à faire du fric d'avoir un président de la République qui défend vos intérêts. Donc bref, il est allé voir le parti des médias, puis il a bien manœuvré, il a réussi à être président. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, on va faire un petit retour en arrière
à 1884. Ouh là là, c'était il y a loin, loin. Hein. 1884, en fait, c'est les premières lois sur les lois Waldeck-Rousseau qui permettent aux organisations syndicales d'être vraiment reconnues. 1890, c'est les premiers délégués mineurs. D'accord ? Comme il y a plein de problèmes, il y a plein d'accidents très durs avec des morts dans les mines, hein, il y a cette bataille-là pour mettre en place les délégués mineurs. Et puis en 1906, il va se passer un truc terrible, c'est la catastrophe de Courrières. Dans une mine, vous allez avoir plus de 1000 morts. Puis alors le patronat à l'époque, business is business as usual, donc ils ont décidé qu'ils arrêtaient de rechercher les survivants peut-être qu'il pouvait y avoir sous la mine, ensevelis sous les décombres, parce qu'il fallait absolument remettre en route la mine, parce qu'il fallait continuer le profit au max. Et donc, il y a des grèves terribles, et puis surtout, après, il y a des survivants. Et donc là, la grève, elle prend toute la France, quoi. Et la grève, elle va réussir à conquérir l'instauration d'un ministère du Travail déconnecté du ministère de l'Économie. Parce qu'à ce moment-là, ils estiment qu'il faut déconnecter les deux parce qu'il faut respecter la vie des travailleuses et des travailleurs et la déconnecter des impératifs économiques. C'est extrêmement important. Il y aura bien sûr plein d'autres luttes. Et tout cela va aboutir ensuite à 1910, la création du Code du travail, qui va prendre les droits qui avaient été négociés auparavant et ensuite ce Code du travail va continuer à évoluer. En 1919, il va y avoir la création des premières conventions collectives, hein, qui par grands secteurs d'activité, regroupements de métiers, permettent des négociations entre les syndicalistes et les employeurs pour faire vite. Hein. Désolé s'il y a des syndicalistes dans la salle, je fais vraiment à l'arrache. En 1936, le Front populaire, il va y avoir plein de nouveaux droits, hein, comme les congés payés, on pense toujours à ça, mais c'est aussi, en plus des congés payés, c'est les délégués du personnel qui vont être instaurés à cette date-là. En 1945, vous allez avoir le programme du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale notamment, mais vous allez avoir aussi d'autres droits comme les délégués... mince, alors là j'ai oublié, c'est les comités d'entreprise en 1945 qui sont créés. Et puis en 1947, alors là c'est les premiers CHS, les comités hygiène et sécurité. Ils ne s'appelleront pas encore CHSCT. Hein. En 68, eh bien évidemment là on va fêter les 60 ans, voilà, de 68, attention, extrêmement important. Vous avez plein d'autres acquis qui vont aboutir. Et puis il y a toujours des batailles et des batailles. Et c'est en 1982 qu'on va avoir les CHSCT. Tout le monde sait ce que c'est ? Les comités hygiène et sécurité, CHSCT, conditions de travail. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le Code du travail, vraiment, c'est des acquis conquis par la lutte. Il n'y a rien qui a été donné. Hein. Et finalement, on peut se dire que dans le Code du travail, le principe, c'est que vous aviez quelque part 4 niveaux. Quand vous êtes à ce niveau-là et que vous négociez votre contrat de travail avec votre employeur, eh bien, en fait, ce contrat de travail, l'employeur ne peut pas non plus faire totalement ce qu'il veut. Il est obligé de respecter un socle, la loi. Pareil pour tout le monde. Deuxième étage, il est obligé de respecter les accords des conventions collectives qui sont forcément plus avantageuses pour les salariés que la loi. C'est le principe de la hiérarchie des normes. Et puis ensuite, il y a les accords d'entreprise qui sont forcément plus avantageux pour les salariés que les conventions collectives et que la loi. Et donc voilà, ce cadre-là fait que le salarié n'est pas totalement démuni dans son rapport de subordination avec l'employeur. Mais ça, cette pyramide des droits, mais ça rend malade le MEDEF. Complètement malade. Et quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir un médecin. Et vous lui demandez quoi au médecin ? Une ordonnance. Et c'est là que vous avez docteur Toutankhamon Macron, tout en Macron avec ses ordonnances qui, d'un coup, cet automne, a résolu le problème du patronat. Eh ouais. Bien, sur ce, on va quitter Place de la République et je vais vous emmener à Nanterre. Alors, pas Nanterre Université,
où j'ai fait des longues études, approfondies, vous imaginez. Plusieurs thèses dans le syndicalisme étudiant. Comment faire débrayer les TD? Non. Je vous emmène à Nanterville, parce que là, il y a le syndicat Taxi de France qui m'a convié. Mais qui ne m'a pas convié que moi. Il a convié également Monsieur Grand-Guillaume. Monsieur Grand-Guillaume, c'est un député socialiste qui essaye correctement de faire son taf. Il est nommé par le gouvernement comme médiateur dans ce que le gouvernement appelle le conflit entre les taxis et VTC. Bon. Alors, en même temps, il a zéro marge de manœuvre, quoi. C'est un gouvernement socialiste. Donc, il ne l'est pas. Et donc, il va parler devant plusieurs centaines de taxis et il va les endormir. Oui, c'est pas si simple, on est pas majoritaire dans le Sénat, on hérite d'une situation sous Sarkozy, puis c'est compliqué, puis c'est une problématique qui a lieu dans le monde entier. Enfin, vous imaginez le truc, quoi. Et moi, je sens que dans la salle, il y a une tension qui monte, quoi. Que les taxis sont en colère, quoi. Ça chauffe, quoi. Et moi, je dois prendre la parole juste après. Je me dis, oh là là, comment que je vais m'en sortir? Alors, je me dis, je fais comme d'habitude. Comme quand j'étais déléguée de classe. Hein. Vous avez déjà été déléguée de classe? Non? Oui? Moi, j'ai toujours été déléguée de classe. Alors, dans ces cas-là, on prend son courage à deux mains et on parle pour les copains, quoi. Hein? Et les copines? Alors, je me lève. Et je leur fais comme ça. Waouh! Vous avez une patience. Alors déjà, l'ambiance, elle se détend, ils se mettent à se marrer exactement pareil. Wow. Moi, je me représente un petit peu votre situation comme un immense feu sur la plaine. Un incendie pas possible. Et plus le feu prend sur la plaine, et à ce moment-là, le gouvernement se cantonne à venir avec un petit arrosoir qu'il donne à un pauvre médiateur, excusez-moi, Grand-Guillaume. Et le feu continue à prendre sur la plaine, on demande à tout le monde de regarder le petit arrosoir du médiateur. Et là, à ce moment-là, les chauffeurs du taxi se mettent à applaudir. Applaudissez, parce que ça leur fait du bien. Applaudissez comme les taxis, applaudissez. Mais oui, parce que là, à ce moment-là, j'en rajoute sur leur colère. Allez-y, allez-y. Et là, ça les défoule, ça les défoule. On se croirait dans un concert de rock'n'roll. Je vous mets le feu. Je vous mets le feu. Johnny Hallyday à Orcueil. Ça, c'est fait. Pauvre Johnny, je suis désolée. Encore un que j'ai sacrifié. Ah. Bon, en fait, ils se rendent bien compte, les chauffeurs de taxi, qu'on est en train de les endormir, quoi. Bah ouais. Parce que le gouvernement ne va absolument pas traiter du cœur du problème de l'ubérisation. Vous avez remarqué comme plein de fois, on essaie de nous endormir. Vous savez, sur le dossier Lafarge, là. Après le scandale que j'ai mis au Conseil de Paris, pur hasard, il y avait une mission parlementaire sur le financement de Daesh. Et mais qui avait commencé bien avant la révélation de l'article du Monde. Mais qui, du coup, rendait ses conclusions, 15 jours après les révélations de l'article du Monde. Eh bien, dans ce rapport, il y avait une page sur Lafarge, qui, comme par hasard, blanchissait Lafarge. Le groupe parlementaire de cette commission était constitué de gens issus de tous les bords politiques. Tous. Il n'y a pas un communiste. Tous ont donc signé ce rapport. Et ce rapport disait qu'il n'avait absolument aucun élément qui permettait d'attester que Lafarge aurait financé les djihadistes. Alors que l'enquête du Monde révélait plein d'échanges mails en ce sens. Et que depuis, on a su qu'il y avait eu manifestement des choses, puisqu'ils sont en train de tomber les uns après les autres dans une démarche juridique qui va être encore longue. Mais il y avait un rapport parlementaire qui a servi, en une page sur 200, à blanchir Lafarge. Et tous les médias ont titré, lorsqu'il y a eu le rendu de ce rapport parlementaire, Lafarge blanchi par le rapport parlementaire. Balèze. Bon, donc là, le pauvre monsieur Laurent Grand-Guillaume, il est là pour les endormir parce qu'il ne va pas s'attaquer à l'ubérisation. Voilà. Donc il est dans la merde parce que les autres, ils n'ont pas du tout envie de se laisser endormir. À la limite, il dit qu'il va plus ou moins peut-être traiter de la question de leur licence, du rachat et de l'indemnité de leur licence, mais en fait, le gouvernement ne le fera pas. Donc vous avez remarqué que leur licence, c'est le droit d'exercer ce boulot. Alors c'est un vrai scandale parce qu'en fait, avant, elles étaient données gratuitement, ces licences. Il y avait un numerus clausus, donc les préfectures devaient quand même contrôler combien il y avait de licences
Ce qui paraît pas fou, quoi, hein, pour savoir quand même combien il y a de taxis. Hein. Bon, ça peut être une bonne chose maintenant avec nos préoccupations écologiques, qu'il n'y ait pas non plus trop de bagnoles, bon bref. Et puis, il y avait quand même un peu de mafia chez les taxis, il faut se le dire, quoi. On se revendait les licences qu'on avait eues gratuitement, et ça montait, bon. Et là, il y a eu un professionnel de la mafia dans un gouvernement. Il s'appelait Monsieur Pasqua. Eh bien, il a légalisé la spéculation sur les licences. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez eu la spéculation sur les licences. Et en fait, les chauffeurs de taxi, pour la plupart, ce sont des artisans. Et donc, ils sont au RSI. Il y en a ici qui sont au RSI. Levez la main, ceux qui sont au RSI. Non, relevez bien la main. Tous là, vous regardez les 3 qui sont au RSI. Vous identifiez leur visage. Non, mais je vous dis ça parce que si jamais après le spectacle, vous allez boire un coup, vous vous méfiez de ces 3-là. Parce que si vous les lancez sur la discussion du RSI, vous ne rentrerez pas chez vous. Parce que c'est la merde. Hein, ouais. On espère que ça changera, mais c'est mal barré. Ça va être compliqué. Bien, donc comme ils sont au RSI, eh bien, quand ils arrivent à la retraite, ils ont une retraite de merde. Voilà. Donc finalement, leur licence, qu'ils ont payée très cher, mais qu'ils espèrent qu'elle va prendre de la valeur, quand ils décident d'arrêter de travailler, ils revendent leur licence. Et c'est ce qui leur fait finalement une retraite quelque part. D'accord ? Parce que la retraite, vous savez vous ici comment ça fonctionne ? Hein ? Bon. On a, quand on travaille, on a le salaire direct. Hein ? Pas plus, hein ? Allez, moi je suis sympa, je vous en mets plus. Allez, je vous mets un bon salaire ce soir, ok ? On augmente le salaire. Bon, ça c'est le salaire direct. C'est ce qui tombe sur votre compte en banque. Mais il y a aussi le salaire socialisé. D'autres l'appellent salaire indirect. C'est vos cotisations sociales que vous payez vous et que votre employeur paye. D'accord ? Et donc il y a vos cotisations sociales à vous, et puis on va mettre là les cotisations patronales. Hein ? Vous savez, c'est ce que le patronat appelle les charges. Hein ? Eux, à chaque fois, ils veulent faire ça. Ils ne veulent pas en payer. Et nous leur dit, non, vous raquez. C'est notre salaire. Bon. Et bien alors, le jour où vous êtes en congé maternité, hein, ou bien vous êtes en situation de handicap, ou bien vous êtes en retraite, vous êtes malade, bon, vous avez plus votre salaire direct, mais avec votre salaire socialisé, vous avez une continuité de revenus. Et ça, c'est la couverture des risques hein, que nous avons hérité du Conseil national de la résistance. C'est pas rien, quoi. C'est super important, quoi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la logique de l'assurance chômage, c'est la même. Hein. C'est-à-dire qu'on cotise et en plus, après, on peut gérer nous-mêmes. Salariés, bon, hélas, avec les employeurs, ça c'est une épsie de l'histoire, mais... Et ça, c'est ce que aussi M. Macron est en train de casser hein, en ce moment, en faisant croire que les chômeurs sont responsables du chômage. Qu'est-ce qu'on était brillants dans la recherche d'emploi quand il y avait le plein emploi hein. Les chômeurs aujourd'hui sont cons, fichus de trouver du boulot, alors que de notre temps, on maîtrisait bien mieux les CV. Hein. Bref, vous voyez bien l'arnaque. Donc, il faut absolument protéger ce système-là, parce que sinon, on se retrouve coincé comme les taxis, quoi, à essayer de trouver d'autres systèmes, finalement, d'assurance privée personnelle, quoi. Sauf que si on développe trop l'ubérisation, avec des auto-entrepreneurs qui ne cotisent pas, et des faux employeurs qui sont les plateformes qui ne cotisent pas, eh ben on n'a plus de sécurité sociale. Voilà. Vous connaissez le slogan sur la Sécu ? Non ? Vous êtes trop jeune. Ou alors si je dis aux autres, bah vous connaissez, tu connais, il va mal le prendre. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Ça va être utile bientôt, hein. Je vous assure. Hein. Puis en plus, ça serait pas mal qu'on reprenne le projet du Conseil national de la résistance et qu'on l'étende à une sécurité sociale intégrale qui inclut y compris la question de la sécurité sociale professionnelle, comme le demandent des grands syndicats, pour justement garantir à toutes et tous, en période discontinue d'emploi, eh bien, continuité de revenus. Voilà, ça serait un beau projet. Bon, mais c'est pas ce qui est prévu. Hein. Bien, alors, excusez-moi, j'ai soif, je me prends
Ouais, un petit peu de cotisation patronale. C'est bon. On comprend pourquoi il veut se les garder. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Bien, alors. Ça va? Je sens que je m'étale un peu, non? On va essayer d'accélérer. Donc, on va quitter Nanterre. Hein, et je vais vous emmener... Ah oui. Je vais vous emmener à Charles Michel. C'est dans le 15e. Je vous invite au resto. Un resto iranien. C'est pas mal, non? Vous connaissez la cuisine iranienne? Je ne connaissais pas du tout, super bon. Alors, c'est l'association Taxiran qui m'invite. Alors, ouais, Taxiran. L'association des taxis iraniens. Non, véridique, hein. Tout ce que je dis là est vrai. Voilà. Sauf que non, je n'ai jamais été France Gall. J'aurais adoré, mais... Donc, en fait, l'association des taxis iraniens, après mon interview au Conseil de Paris, ils m'ont offert une immense orchidée. Il y en a qui ont fait du grec. Vous connaissez la racine en grec de orchidée? Il y en a une, elle connaît, elle est pudique, elle ne veut pas le dire. Oh, ça va retomber dans le bigard, ça, c'est pas possible. Testicule. Je jure. Donc, il m'offre une orchidée, mais alors, balèze. Bon. Et moi, je rencontre à ce moment-là Gila. Gila, c'est une femme hallucinante. D'abord, c'est une femme iranienne. Donc, déjà, là, c'est respect. Femme iranienne, chauffeur de taxi et présidente de l'association des taxis iraniens. Un truc de dingue, quoi. Alors là, j'aime autant vous dire qu'elle, sur le versus féministe, elle en a des trucs à raconter, quoi. Alors moi, je me disais, mais moi, je ferme ma gueule, quoi. C'est pas possible, quoi. Et là, elle me dit, non, c'est pas possible, ça, Daniel. Parce que vous, les femmes ici, vous croyez que, sous prétexte que c'est moins dur que ce qu'on a vécu, vous devriez moins revendiquer et en rabattre. Sauf qu'à chaque fois que vous allez renoncer à une bataille sur l'égalité femmes-hommes, eh bien, vous nous condamnez un siècle en arrière là-bas. Mais quand il y a une femme iranienne qui vous dit ça, ça vous met la pression. Alors, j'adorerais vous donner plein d'anecdotes de Gila, mais moi, j'aimerais que Gila elle fasse sa conférence gesticulée. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont envie de faire leur conférence gesticulée, parce que je vous assure je suis sûre que dans vos parcours, dans vos histoires, vous avez plein de savoirs à transmettre, de vos histoires sociales, quoi. Hein. Moi, j'ai fait un stage de conférence gesticulée pour la construire. Hein. Et ça, c'est comme ça a été dit au départ, c'est Franck Lepage qui a inventé la méthode de création collective des conférences gesticulées. Et je voudrais vous dire d'ailleurs, ni Dieu ni maître, mais Franck Lepage. C'est pas très émancipateur de dire ça. En plus, c'est un mec. Mais bon. Mais alors, il y avait dans nos échanges comme ça d'anecdotes, du coup, il y a une anecdote que je lui ai dit, je lui ai dit, parce qu'elle me disait, mais toi, alors, vas-y, raconte-moi, je suis sûre que les femmes ici, faut quand même que vous vous battiez, quoi. C'est pas toujours simple, quoi. Bon, je cherchais, pas tant que ça, quoi. Et c'est vrai que je me suis souvenu que dans mon propre parti, pourtant, moi, je suis au parti de gauche, quoi. Hein. C'est un parti féministe, il y a la parité homme-femme, à tous les échelons, quoi, nickel, quoi. Hein. Et bien, c'est vrai qu'en 2014, juste avant les élections municipales, on a fait une assemblée générale pour savoir qui c'est qui voulait être candidat pour les élections municipales à Paris. J'écrase des ubérisés. Et alors, moi, j'y suis allée, quoi. Je dis, moi, je veux bien. Je viens avec la tête de liste, pour nos listes Place au Peuple, quoi. Et là, dans la salle, j'ai eu une femme qui m'a dit... Ouais, écoute, Daniel, tu sais, là, non, mais t'étais bien, hein, tu es militante, créée dans le métro, tout ça, innovation, okay, super, hein, mais... Bon, mais là, c'est les élections municipales à Paris, quoi. Il nous faudrait un homme politique d'envergure nationale. Et là, j'ai découvert que l'envergure nationale était un groupe nominal de genre masculin. Je l'ai pas bien vécu, mais pas du tout. Bon, Zila, elle a une expression qui est géniale sur l'ubérisation, c'est-à-dire qu'elle dit attention parce que l'ubérisation fait qu'avec notre carte bleue, on va bousiller notre carte vitale. Et cette image, je la trouve super forte, quoi. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'ubérisation, ça se développe dans plein de secteurs différents, quoi. Et ouais. Par exemple, parmi vous, là, il y a intérêt de ne pas être hypocrite ce soir.
Moi, je décèle ceux qui pipotent. Hypocrite, hypocrite. Qui a déjà commandé un bouquin sur Amazon? Levez la main. On lève la main plus haut, plus haut, plus haut. Vous avez bien fait de venir. Et les librairies de quartier alors, hein? On met la clé sous la porte. Un seul, moi un seul, madame, je vous jure. Bon. Ta punition en sera moins rude. Tu ne me payeras qu'une bière après. Les autres, j'ai vu, hein. Non mais c'est vrai. Alors du coup, il y a des libraires comme ça à Paris qui sont en train de faire en sorte d'avoir leur propre plateforme pour faire en sorte que vous puissiez, quand vous avez besoin d'un bouquin, le commander et qu'on puisse savoir dans quelle librairie il est vraiment disponible et puis qu'il puisse être réactif. Donc ils essayent vraiment de développer des liens coopératifs entre eux pour être... et je pense que c'est vraiment important qu'on se conscientise là-dessus, quoi. Tiens, ici, même si vous n'êtes pas forcément tous d'Arcueil, est-ce qu'il vous arrive de commander des repas par le biais de Foodora, de Take It Easy, de Deliveroo? Hypocrite, allez, lève la main. Vous faites les courses? Vous faites à manger vous-même? Alors, parce que nous, à Paris, on fait plus ça, quand même. Mais vous verrez, nos innovations traverseront le périphérique. Ça ne saurait tarder. Non, on reste dans notre canapé après la journée de travail. On sort notre smartphone et on commande des petits plats du monde entier. Et on a des livreurs à vélo, parce qu'on est colo par contre, on est comme Arc, regarde, colo. Des petits livreurs à vélo qui viennent et qui nous amènent notre repas chez nous. Voilà. Bon, et en fait, ça se passe pas bien. Parce que les livreurs à vélo, ils se font surexploiter. D'ailleurs, il y a 1 an et demi, là, l'été d'avant, pas l'été d'avant, mais encore avant, il y a carrément une plateforme Take It Easy qui a mis la clé sous la porte. Et les livreurs à vélo, c'est par Facebook qu'ils ont appris que du jour au lendemain, leur plateforme n'existait plus. Et certains n'ont pas été payés. Ils avaient plus de 1 000 € qu'ils n'avaient pas pu encaisser, quoi. Mais quand tu es livreur à vélo, 1 000 €, ça fait mal, hein. Et alors, j'ai rencontré Jérôme qui m'a raconté une anecdote, c'est qu'il y en avait un comme ça, des livreurs à vélo, qui était foudrage parce que 3 jours avant que ça ferme, il avait par hasard livré le patron de Take It Easy France. Ouais. Mais le mec, 3 jours avant, il savait pertinemment qu'il allait fermer la tôle. Mais il s'est dit, ah, ah, j'ai commandé un petit repas à l'œil. Salopard. Quand on vous dit que c'est des salauds, vive Jean-Paul Sartre, qui nous autorise à le dire. Donc Jérôme, lui, il avait une super idée. Il dit, mais en fait, il faudrait mettre en place une coopérative des livreurs à vélo. Et même une coopérative d'un statut particulier. Société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, qui fait qu'en fait une collectivité rentre dedans, donc peut mettre à la fois de l'argent dedans, mais en même temps ses capacités de communication, qui fait que du coup le lien entre les livreurs à vélo, les restaurants, tout ça dans quelque chose qui soit clean, c'est-à-dire où il n'y a pas de commission et où en plus on gère ensemble les tarifs, quoi, sans que qui que ce soit volé, ça serait vachement bien, quoi. Alors, tac, 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 Madame Simonet, j'aimerais bien que vous portiez ce vœu-là au Conseil de Paris. Ouais, bon, j'ai dit oui. Alors, on a bossé le vœu, et j'ai présenté le vœu au Conseil de Paris, et à votre avis, le vœu, il a fait combien de voix? L'unanimité, messieurs, dames. On l'applaudit. Ah ouais. Bon. J'avoue que quand on a rédigé le vœu, on l'a rédigé de telle manière à ce qu'il soit adopté. On a dit, la ville s'engage à réfléchir à l'éventualité opportune de pourquoi pas mettre en place un groupe de travail qui pourrait étudier les opportunités qui, éventuellement, ajusteraient s'il est pertinent de faire une coopérative. N'empêche, moi, Daniel Simonet, j'ai fait en sorte que le Conseil de Paris s'engage à réfléchir. Et ça c'est pas mal. Il réfléchit encore. J'ai proposé au budget qu'on donne des sous. On n'en a pas encore décidé ainsi. Il faut, je pense, réfléchir un peu plus longuement. 1 an et demi n'a pas suffi avant de donner des sous à la coopérative. Mais bon. Ça suit son cours. Bon, alors sinon,
sujet moins drôle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un parent ou un grand-parent qui est décédé et qui est enterré loin d'Arcueil? Oui, hein. Puis on culpabilise un peu parce qu'on ne va pas mettre tout le temps des fleurs sur la tombe, quoi. Hein. C'est vrai, faut se le dire. Hein. Bon, à tout ça, on essaye encore. Hein. Eh bien, grâce à l'ubérisation, il y a une plateforme qui a été créée pour résoudre votre problème. Ça s'appelle Memory Forever. Vous sortez votre smartphone, vous géolocalisez la tombe de la grand-mère. Et à ce moment-là, à l'autre bout de la France, vous avez un travailleur pauvre qui va venir sur la tombe de la grand-mère, nettoyer la tombe de la grand-mère, mettre un beau bouquet de fleurs sur la tombe de la grand-mère, faire une photo, vous l'envoyez, vous mettez les 15 € sur le compte et ça y est, vous avez bonne conscience. C'est pas magnifique ça? C'est chouette l'ubérisation. Autre grande trouvaille. Elle est véridique, hein, celle-là. Hein. La plateforme existe. Hein. Autre grande trouvaille, vous savez, bon, je me la suis pété un peu sur le côté, c'est à Paris qu'il y a les grandes innovations, ça traversera le périph', mais en fait, ça nous vient d'abord de la Silicon Valley, quoi. Tout vient de là, les trucs top, génialissimes, super. Et là, il y a une plateforme extraordinaire qui a été créée dans la Silicon Valley et qui s'appelle Proper. Proper, si vous voulez, c'est le Uber du ramassage des crottes de chiens. Ouais! Non mais enfin, sérieux! Je sais pas vous à Arcueil, mais nous à Paris, Hidalgo, il déconne pas avec ces choses-là. Hein. Ah non, vous avez un chien, vous le promenez, il fait. Vous ramassez, hein, sinon c'est l'amende. Hein. Mais non, grâce à la plateforme, vous pouvez sortir votre smartphone, vous géolocalisez l'affaire. Et là, à l'autre bout de Paris, vous avez un travailleur pauvre qui pourrait venir ramasser l'affaire à votre place. Vous mettez l'argent sur la plateforme et le tour est joué. Eh bien, dans la Silicon Valley, quand cette plateforme totalement innovante qui résout votre problème obsédant quotidien, qui vous pourrit la vie, eh bien, quand cette plateforme a été créée, ils ont fait des conférences de presse et ils ont eu tous les médias américains. Là. Il y a eu des articles et des interviews et des reportages. C'était la grande innovation. Et ouais, innovation. Toujours, il y a une arnaque hein, derrière ce mot, à chaque fois. Et alors, à ce moment-là, il y avait plein de riches américains qui voulaient absolument la plateforme pour eux, pour s'en servir, pour ne pas avoir à ramasser eux-mêmes des crottes de chiens, quoi. Mais il y avait aussi plein de travailleurs pauvres, tellement pauvres, qu'ils étaient prêts à ramasser la crotte des chiens des riches, quoi. Et en fait, cette nouvelle plateforme, Proper, a refait 15 jours après une nouvelle conférence de presse. Ils ont rameuté tous les médias qui sont tous accourus. Et à ce moment-là, ils leur ont dit « La plateforme n'existe pas, n'existera pas, c'est du pipeau. » Et comme aurait dit Jean-Pierre Coff, on voulait tout simplement vous faire prendre conscience que l'ubérisation, mais c'est de la merde. Ils sont forts, hein. Alors, autre facette de l'ubérisation. Normalement, la première fois que j'ai fait ma conférence gesticulée, j'avais un petit sketch tout pourri, un de plus, donc je ne le refais pas vraiment. Je devais faire en fait un jeu de bonneto. Hein? Et puis en fait, c'était terrible parce que la première fois, j'ai oublié les pièces au moment de le faire. La deuxième fois, les gobelets en plastique, ils sont un peu mous, quoi. Donc, Et puis en fait, on m'a expliqué que de toute façon, le jeu de bonneto, c'est interdit hein, à Paris. Hein, à Arcueil aussi. Hein, en France, c'est interdit le jeu de bonneto. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que le jeu de bonneto, c'est un jeu où les pauvres arnaquent des riches touristes. C'est totalement interdit, ça. Ce qui est par contre totalement légal, c'est que quelques riches arnaquent la totalité du peuple. Et ça, non. Vous savez comment ça s'appelle? L'optimisation fiscale. Eh ouais, et c'est légal. C'est génial. Eh bien, écoutez, ces plateformes de libéralisation sont professionnelles. Par exemple, il faut savoir que Uber
eh bien, son siège est censé être aux Pays-Bas. Donc, toutes les transactions que vous faites avec la plateforme Uber passent par les Pays-Bas. Donc, Uber, en France, ne paye pas d'impôts. Ah ben ouais. Puisqu'en fait, en France, ils sont déficitaires, parce qu'en France, c'est juste ceux qui s'occupent de la communication, donc ils n'ont que des dépenses. Ben ouais, ben ouais. Macron, il n'a pas pensé à s'en préoccuper, c'est étonnant. Mais il a quand même fait cadeau de 9 milliards dans la loi de finances aux plus riches, parce que quand même, au cas où il y en a d'autres, trop, qui veulent optimiser, il n'y a que 80 milliards pour l'instant qui s'échappent de la France, c'est pas assez, quoi. Eh bien, il faut leur biriser les impôts. Mais bon, toutes les plateformes font ça. Vous avez par exemple Airbnb, vous connaissez Airbnb ? Oui. Vous croyez qu'Airbnb, c'est une plateforme sympa entre habitants je vais aider des habitants dans le sud de la France et payer leurs travaux en utilisant leur maison. Vous pensez que ça fonctionne comme ça, quoi, Ben non. Vous avez l'écrasante majorité des appartements et des maisons qui sont loués sur Airbnb sont en fait des grands propriétaires qui sont propriétaires de plein d'appartements et qui font un business que avec ça, quoi. Et ça agit en spéculation, et c'est notamment un problème sur Paris qui aggrave la rareté locative et l'explosion de la spéculation là-dedans. Airbnb, pareil, leurs transactions, elles passent par l'Irlande. Alors, le fait que les Pays-Bas et l'Irlande n'aient pas la même fiscalité que la France, c'est un pur hasard. Il y a en plus Uber, la thune, elle passe par les Pays-Bas, mais après, dans un système de jeu de bonneteau, hop, l'argent, elle passe aussi dans le Delaware, elle passe aussi aux Bahamas. Et alors, pareil, le fait que ce soit des paradis fiscaux, c'est un pur hasard. Bien. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ubérisation, ça nous réduit de citoyens ou de travailleurs à des purs consommateurs. Et en nous réduisant à des consommateurs qui cherchons des services low cost, ça nous rend complices d'un suicide social collectif. Parce que finalement, si on continue à utiliser toute cette plateforme d'ubérisation, ce qui reste de notre code du travail, ça ne va pas durer longtemps. Si on continue à utiliser l'ubérisation, il n'y aura plus de cotisations. Et donc la sécurité sociale, cet acquis de 45, plus rien. Et toutes ces boîtes qui, en plus, font de l'optimisation fiscale et qui, du fait, appauvrissent l'État, eh bien, les caisses de l'État, ça sert à quoi ? Ça sert à financer nos services publics, les hôpitaux, les écoles. Plus de services publics. Voilà pourquoi aussi, il faut absolument qu'on cesse ce modèle de l'ubérisation. Dernière étape, je vous emmène à Denfert-Rochereau. Alors, Denfert-Rochereau, là, il y a Miguel. Miguel, c'est un taxi espagnol. Et alors, truc de dingue, il est venu à Denfert-Rochereau à vélo, depuis Bilbao. Bilbao, c'est loin, c'est en Espagne, très très loin. Et en fait, il a fait toute cette distance, Paris, jusqu'à Paris, en vélo, pour nous alerter sur l'Union européenne, comment l'Union européenne et aussi les accords de libre-échange, comme le CETA, eh bien, visent à déréglementer l'ensemble de nos métiers. Et il veut nous alerter aussi sur tout le problème du lobbying qu'il y a derrière l'Union européenne et sur le fait qu'il faut vraiment s'unir, quoi. Parce qu'en fait, on est face, dans ces plateformes de libéralisation, on est face à un internationalisme des capitalistes. Et qu'en face, les salariés, ils n'ont pas gagné l'internationalisme. Ils sont beaucoup moins solidaires, quoi. Alors c'est super chouette, taxi. Ce Mickaël, il arrive à Denfert-Rochereau, il y a plein d'autres taxis qui l'accueillent. Ils m'ont dit, Madame Simonet, il faut absolument que vous veniez rencontrer Uber. Moi, je lui ai trouvé un super slogan. Los taxis unidos ramasera vencidos. Los taxis unidos ramasera vencidos. Alors tous les taxis n'ont pas compris, mais... mais je peux vous dire qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même beaucoup qui sont issus de l'immigration. Et donc tous ceux qui sont d'Amérique latine, ils ont très bien compris la référence. Allende, siempre. Et à ce moment-là, on réalise en fait que ils sont quand même sacrément forts, ces grandes plateformes d'ubérisation. Et par exemple, il faut savoir que Uber, dans le lobbying,
n'arrête pas d'essayer de choper comme ça des dirigeants de plein de pays différents. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Neelie Kroes? Non, ça vous dit rien? Alors, il y a un an, on en a un petit peu parlé, parce que Neelie Kroes, c'est une ancienne commissaire européenne qui était chargée de la concurrence et qui a été épinglée, pas de chance, pour avoir des sociétés offshore aux Bermudes. Mais ça faisait 2 raisons hyper intéressantes pour Uber, ils l'ont recrutée. Dans la nana super compétente, quoi. Du lobbying dans les institutions européennes et en plus spécialiste des sociétés offshore. Ils ont aussi recruté Uber David Plouffe. J'adore ce nom. David Plouffe. C'est moche de se moquer des noms. Hein. David Plouffe, en fait, c'est l'ancien conseiller d'Obama. Ça peut être utile quand même, hein, pour infiltrer bien le marché américain. Et alors en France, ils ont recruté un certain Grégoire Kopp. Vous ne le connaissez pas celui-là, le français, hein, du tout, du tout. Et bien c'est l'ancien membre du cabinet d'Alain Vidalis, qui était l'ancien ministre du Transport. Eh ben ouais, ça peut être utile, quoi. Eh ouais. D'ailleurs, Lafarge, là, dont je vous parlais tout à l'heure, eux aussi, cette grosse entreprise, ils sont professionnels pour être capables comme ça de faire du lobbying. C'est la logique oligarchique des grands capitalistes. Lafarge, par exemple, cette grosse entreprise, eh bien, pour essayer de s'implanter partout dans le monde, il s'était implanté, par exemple, au Canada, en s'adossant à un très riche Canadien, M. Desmarais. Il s'avère que M. Desmarais était quelqu'un très proche de Nicolas Sarkozy, il l'a aidé dans sa campagne, donc ça avait plein de liens. Mais il faut savoir qu'ils ont essayé de faire concurrence sur le marché américain. Et là, à ce moment-là, eh bien, Lafarge avait embauché Clinton, Hillary. Et d'ailleurs, Lafarge versait pas mal d'argent à la fondation Clinton. Mais alors, ils sont quand même un peu comme Attali, les patrons de Lafarge. Ils sont comme Attali, ils sont en copain avec tout le monde. Parce que quand c'est Trump qui a gagné, et que Trump a voulu faire son mur avec la frontière mexicaine, Lafarge a dit « Moi, je veux bien construire. Collabo d'un jour, collabo toujours. » Bon, mais là, quand même, le gouvernement français n'avait pas trop dit sur financer les djihadistes, on a fermé les yeux. Tout ça, on va le découvrir. Hein. Mais le Quai d'Orsay, à mon avis, était au courant. Hein. Donc ça va finir par sortir. Mais vous avez des dirigeants de Lafarge qui le disent, hein, qu'ils étaient en contact avec celui qui faisait office d'ambassadeur et qu'on leur disait « Continuez, quoi. Hein. » Alors, toutes les autres entreprises devaient partir de la zone. Mais bon, bref, le gouvernement on l'a pas trop entendu contre Lafarge, c'était très discret. Mais par contre, là, non. Financer le mur de Trump, non. Bon, vous n'avez pas tort non plus, il ne faut pas. Bref, donc, les taxis, eh bien, ils se rendent compte qu'il faut être solidaire de manière internationale. Donc, vous avez en fait pas mal de taxis parisiens, j'ai appris, qui étaient venus soutenir les taxis à Barcelone. Il y a eu des luttes extrêmement fortes, notamment avec Podemos. Et en ce moment, il y a des mesures qui sont prises dans certaines villes. Ils sont aussi allés soutenir les Anglais. Et d'ailleurs, moi, une fois, j'étais hyper fière parce que j'ai eu un tweet d'un taxi anglais. La classe, non? Attends, la classe. Alors, ça en anglais, j'avais rien compris. Ça disait... C'était au moment du Frexit, je ne sais plus ce que j'avais sorti comme truc. Il disait « This is a reaction of the French MP backing the taxi drivers. A call for Frexit referendum. The ball is rolling. » Vous avez rien compris avec mon accent, hein? C'est là où je me rends compte que je suis drôle involontairement. Vous vous foutez de mon accent, vous avez bien raison. Grosso modo, on m'a traduit. Ceci est la réaction de la députée française soutenant les taxis. Un appel au Frexit, la roue tourne. Alors non, je ne suis pas députée. Je cherche toujours les 600 voix qui m'ont manqué. Des fois, je erre dans les rues du 20e et du 11e. Bon, je ne suis pas non plus pour le Frexit, c'est plus compliqué. Plan A, plan B, c'est une autre conférence gesticulée qu'il faudrait, mais bon. Mais bref, mais c'était quand même la classe, quoi. D'ailleurs, à propos de Frexit, il faut que je vous raconte une anecdote sur Mélenchon. En fait, quand il y a eu le Frexit, c'était François Hollande à l'époque. Ça me paraît loin, ça, le temps où c'était François Hollande, président de la République. Il avait décidé de rassembler tous les présidents, tous les responsables des partis politiques. Enfin, de les rencontrer séparément. Bon. Et donc, du coup, à ce moment-là, Éric Coquerel et moi-même, et comme c'est toujours aussi le cas, on était les deux coordinateurs du parti de gauche.
Les deux cocos à la tête du PG, c'est particulier. Et donc, on va rencontrer François Hollande avec Jean-Luc Mélenchon, qui était notre candidat à l'élection présidentielle pour après, quoi. Donc, notre jeune militant qu'on accompagnait. Et alors, comment la scène se passe? Alors, il y a tout un protocole, hein. Quand vous allez à l'Élysée, c'est pas vous arrivez comme ça et vous frappez à la porte, quoi. Attention. Je veux dire, il y a un protocole pour que surtout vous ne croisiez pas d'autres partis, quoi. Je veux dire, imaginez, on croiserait Marine Le Pen, ce serait comme chat et chien dans la rue. Donc, tout est bien civilisé. Et donc, vous avez le responsable du protocole qui arrive. Donc, il y a, imaginez, vous avez Éric Coquerel qui est là, Jean-Luc Mélenchon qui est au milieu, et moi, je suis à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. J'adore dire ça. Je suis à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et alors, on arrive, et alors le responsable du protocole, il fait bonjour, monsieur Jean-Luc Mélenchon, bonjour, monsieur Éric Coquerel. Donc, voici comment ça va se passer. Ah, moi, je ne me suis pas démontée, hein. Moi, je suis arrivée chez Danielle Simonet, co-coordinatrice du parti de gauche. On n'avait rien à foutre, mais je l'avais quand même. Les deux autres, ils ne se sont pas forcément rendus compte, hein, mais voilà. Ah là 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 là, même au sommet de la Ve République, la femme politique est invisible. C'est fort, hein, quand même. Bien, enfin bref, tout ça pour dire que y a une sacrée bataille internationaliste des taxis, c'est pas évident. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin ton chauffeur de taxi anglais là qui t'a envoyé un tweet, en plus avec le Frexit, ça devait être un facho, non? Vous pensez pas à ça? Un peu facho, les Anglais, non? Alors d'abord, je vais vous dire, tous ceux qui ont voté le Frexit, ils ne l'ont pas forcément fait sur les questions de migration. Ils ne l'ont pas forcément fait pour des raisons facho, d'accord? Les choses sont souvent plus compliquées que ça. Et on nous a certainement pas mal déformés. Mais dans la classe ouvrière, les motivations économiques et sociales, elles existaient aussi, quoi. Et puis on dit souvent que les taxis en France aussi sont des fachos. Et moi, j'ai appris à les rencontrer et je ne suis pas d'accord, quoi. Par contre, les fachos, tiens, sur le dossier Lafarge, je ramène toujours sur Lafarge. Le gars qui faisait la négociation pour payer les djihadistes, qui était responsable de la sécurité à Lafarge, hein, eh ben, il était candidat sur les listes du Front National au municipal de 2014. Attends, il ne la ramène pas. Eh ouais, voilà pourquoi le Front National n'a jamais attaqué la question du financement des djihadistes. Jamais. Parce que ce qu'il faut absolument, c'est pointer du doigt toutes celles et ceux qui sont de confession musulmane, réelle ou supposée. Mais surtout pas poser les questions économiques de la montée du djihadisme. Oh non, surtout pas. Bien, eh bien moi je vais vous dire, les taxis en France, quand il y a eu toute la mobilisation contre la loi travail, hein, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment où il y a eu des grèves dans les raffineries, d'accord, et dans les dépôts d'essence. Vous vous souvenez de ça? Et il y a eu un moment où on se dit, putain, on va manquer d'essence, quoi. Et bien à ce moment-là, j'ai voulu proposer un appel. À ce moment-là, le Front National était totalement vent debout contre la mobilisation. Il parlait vraiment de la chienlit, qu'elle allait nous bloquer l'essence, qu'elle allait bloquer le pays, c'était un mépris total. Moi, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait un appel solidaire avec les grévistes des raffineries qui soit signé par des représentants de 11 organisations de taxis différentes. Donc ça ne veut pas rien dire, ça, hein. Et au moment de cette mobilisation forte contre la loi travail, il y a eu un jour pour moi super important où ils décident de refaire une occupation de la porte-maillot. Retour à la case départ. Sauf que là, cette fois-ci, je ne suis pas devant ma télé, hein, en train de me prendre un café, pas réveillé, me péter le moral par ces chaînes d'infos en continu. Non. Là, les taxis me disent, Danielle Simonet, venez! Venez avec nous, on va faire une opération escargot sur le périphérique. Oh, truc génial! Il y a un taxi qui vient me chercher à 5h du matin. C'est pas humain. Et à ce moment-là, opération escargot sur le périphérique. Bah oui, c'est des taxis cassés, des taxis pas cassés. Bah oui, hein, elle est dure la vie. Hein. Vous aussi, hein, dans le travail, on était cassés, pas cassés. Bon. Et donc les taxis, ils font une opération escargot sur le périph'. Et là, c'est un truc de dingue, quoi. Vous avez sur les écrans, c'est marqué « Attention, grève des taxis !» Oh, moi, je sors mon smartphone, je fais plein de photos, je les mets sur tous les réseaux sociaux. Ouais, j'y suis! Solidarité avec les taxis!
Et à ce moment-là, ce jour-là, il y avait une grande manifestation. Et là, il y avait tous les grands syndicats, toutes les grandes confédérations qui sont venus avec des cartes de partout et tout, et qui arrivent et qui font une grande manifestation. Ben ouais, contre la loi travail. Un truc vachement fort. Et alors, les taxis, ils ont rejoint cette manifestation. Et il y a eu quelque chose d'extrêmement émouvant. Eux, ils avaient leur petit drapeau bleu, blanc, rouge, fiers d'être français, d'autant plus fiers que la plupart sont issus d'immigration. Et à ce moment-là, les manifestants, avec tout leur badge de tous les syndicats, ils ont fait une haie d'honneur. Et ils ont applaudi l'entrée du cortège des taxis dans la manifestation. C'était hyper émouvant. Évidemment, cette manifestation du 14 juin, elle n'a pas gagné contre la loi El Khomri. Et les mobilisations contre les ordonnances, encore moins. Et pourtant, ce jour-là, les taxis, ils ont choisi leur camp. Le camp du mouvement social, le camp du mouvement ouvrier. Ils ont choisi de se battre pour leur dignité. Et ça, les médias n'ont jamais voulu en parler. Et ça, c'est ce que je voulais vous raconter. Ah! J'ai oublié un truc. Et si j'avais été un homme, est-ce que toute cette histoire se serait déroulée pareil? Moi, je pense que si j'avais été un homme, peut-être que très rapidement, j'aurais écrit un livre. Je l'aurais intitulé « Fédérer le peuple ». J'aurais commencé par une phrase de Gramsci. « Le vieux monde se meurt ». Non? En fait, vous savez, quand il y a eu cette assemblée générale dans mon propre parti, où des femmes ont dit « Daniel, il faudrait un homme d'envergure nationale, un homme politique. » Ben, ce jour-là, j'ai failli tout arrêter. Et je suis persuadée que mes pauvres petites anecdotes là que je vous raconte, vous les femmes, vous en avez vécu plein, quoi. Et sans doute des beaucoup plus lourdes et plus douloureuses dans vos vies familiales, amoureuses, professionnelles, syndicales, associatives, politiques, tout, dans tous les secteurs de votre vie, quoi. Et bien souvent, on fait ça, quoi. Allez, on est forte, hein. On prend sur nous, quoi. Mais en fait, il ne faut pas qu'on lâche, quoi. Hein. Faut pas qu'on garde ça pour nous ou qu'on l'intériorise, hein. Parce que je vais vous dire un truc. Quand on est toutes soudées, on ne peut pas nous casser. On est trop costaud. C'est vrai, hein? Alors, vous avez vu que j'aime bien chanter, gueuler des slogans, tout ça. Donc avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on s'en fasse un dernier. Vous êtes d'accord? Ouais? Vous allez m'aider à ce que ce ne soit pas trop le moment de solitude terrible? Ça va l'être quand même la première fois, parce que vous ne le connaissez pas, je vais le faire une fois toute seule. Hein? Non, ça sera que les femmes. Hein. Les mecs, pour l'instant, hein, bah, écoutez, je veux dire, la parité, pour l'instant, elle n'est pas vraiment appliquée. On a juste 2000 ans de retard à rattraper. Alors, ce soir, on gueule, nous, ok? Tu m'aides, hein? Bon, donc je vais faire une première fois le slogan. Vous allez pas rire. Et après, on le fait tout ensemble, ok? Nous, les femmes insoumises, on a des ovaires, mais alors, balèzes! Ok? Vous le refaites avec moi? Les femmes. Nous, les femmes insoumises, on a des ovaires, mais alors, balèzes! Bon alors, messieurs, quand même. Nous, on est persuadés, je suis sûre que les autres nanas à la salle ce soir sont d'accord avec moi, que notre émancipation bien contribuera à votre émancipation. Ben ouais, non, c'est vrai. Donc, on va vous proposer de gueuler avec nous. Ok? Vous êtes prêts? Par contre, vous êtes obligés de le faire. Hein. Sinon, c'est vous qui payez toutes les tournées tout à l'heure. Hein. OK? Alors, vous êtes prêts? On le modifie un tout petit peu. Oui, les femmes insoumises, elles ont des ovaires, mais alors, balèzes! On recommence? Oui, les femmes insoumises, elles ont des ovaires, mais alors, balèzes! Merci à vous tous!